Salut tout le monde, dans cette vidéo on va regarder ce classement des 20 actions qui ont le mieux performé de 2005 à 2024. Et histoire de varier les plaisirs et de pas toujours parler des mêmes, j'en ai sélectionné 3. Donc puisque Nvidia j'ai déjà donné mon avis plusieurs fois, Apple pareil, Booking j'en parle souvent puisque je l'ai, etc. Donc la première qu'on va regarder c'est Netflix, donc on va voir ce que ça vaut aujourd'hui. Donc déjà Netflix, pourquoi est-ce que ça a aussi bien performé sur les 20 dernières années? Parce qu'il est numéro 2. Et bien l'élément déclencheur, c'est le moment où ils sont passés d'un modèle d'envoi de DVD à un modèle de streaming, c'était en 2007. Donc fin 2007, l'action était à peu près 4 dollars. Et aujourd'hui, elle est à 960 dollars, avec un plus haut historique à 1064. Et les avantages de faire du streaming plutôt que de vendre des DVD, c'est par exemple déjà de remplacer des produits physiques par du software. Donc il n'y a plus les problématiques de stock, les marges sont plus élevées, il y a des revenus récurrents. On peut plus facilement toucher un plus grand nombre de gens. Ça crée aussi du network effect et puis ça a pu permettre à Netflix de produire, de créer ses propres contenus. Donc maintenant, si on regarde un peu les chiffres de Netflix, donc si on regarde mes 6 critères, on voit que déjà la croissance du chiffre d'affaires est bonne. Donc une croissance de 14% par an sur les 5 dernières années et de 21 sur les 10 dernières et de 24 sur les 20 dernières. Donc très bonne croissance. Par contre, on voit qu'ils sont rentables que depuis 2020, 2022. Et en 2023 et 2024, ils ont fait 7 milliards de free cash flow. Ensuite, par contre, mon critère qui n'est pas validé, c'est le ROCE. Et c'est mon critère le plus important. Donc la moyenne sur les 5 dernières années, c'est 8,65. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas rentables il y a quelques années. Mais si on prend leurs meilleures années, 2023-2024, ils ont 16-17% de ROCE. Ce qui est pas mal, c'est bien mieux que la moyenne des actions, hein. Mais c'est pas non plus, dans une tier list, ce serait peut-être tier B. Et maintenant, je préfère me concentrer sur des boîtes qui ont minimum 20% de ROCE. Ensuite, niveau dette, il n'y en a pas. Ils peuvent la rembourser en 1 an de free cash flow. Niveau nombre d'actions en circulation, c'est à peu près stable, en légère diminution depuis quelques années. Et au niveau de la marge, si on prend les 2 dernières années, c'est entre 17 et entre 18 et 20 fois et 20% de marge de free cash flow. Donc les chiffres sont globalement bons, mais plus ça avance, plus je préfère être très strict sur mes critères. Donc ce qui me dérangerait pour investir dans Netflix aujourd'hui, c'est ce ROCE, qui est de seulement entre guillemets 16-17%, ce qui est inférieur à tout ce que j'ai actuellement en portefeuille. Et concrètement, le ROCE, ça veut dire que là, Netflix, pour 100 dollars investis dans l'entreprise, il génère 17 dollars. Et c'est totalement possible que Netflix fasse augmenter son ROCE à l'avenir, mais je trouve que c'est des choses qui relèvent presque de la devinette, en fait, qui sont trop dures à prévoir. Et donc en étant strict sur mes critères, j'accepte que ça va me faire louper certaines opportunités, mais que de l'autre côté, ça va me faire éviter tellement d'erreurs qu'au final, ça vaudra le coup sur ma performance à long terme. Et on n'a pas besoin de prendre tous les trains en même temps pour arriver à destination. Donc ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, si on regarde maintenant au niveau valorisation, si on regarde le multiple du free cash flow, là ils sont valorisés à 59 fois le free cash flow, ce qui fait cher. Donc une explication, ça pourrait être que les investisseurs considèrent que les marges de Netflix ne sont pas optimisées. Mais malgré ça, ça me paraît quand même élevé puisque la marge de free cash flow aujourd'hui est déjà de presque 18%, ce qui est quand même déjà bien. Et donc si les investisseurs, admettons, considèrent que Netflix va pouvoir faire doubler sa marge, ce qui diviserait le price to free cash flow par 2, donc on passerait de 60 à 30, ce qui est déjà plutôt élevé, mais ça nous amènerait à une marge de presque 40, une marge d'à peu près 36%, ce qui est quand même assez rare, surtout quand on voit que leur marge brute est de 46%, et avoir une marge brute à 46% et une marge du free cash flow à 36%, ça me paraît compliqué, puisque l'écart entre les deux, c'est à la fois la recherche et développement, et tous les coûts de marketing, vente, etc. Et aussi des coûts administratifs, ça me paraît compliqué. Donc aujourd'hui, je dirais que Netflix est en plus de ça trop cher à mon goût. En tout cas, en faisant une première analyse rapide comme ça. Donc voilà pour mon avis sur Netflix. Ensuite, je voulais regarder O'Reilly Auto Parts. Donc c'est une entreprise qui vend des pièces détachées de voitures. Donc si on regarde un petit peu les fondamentaux, on voit que quasiment tout est rempli à part la dette. Donc ils ont un petit peu de dette, il leur faut presque 4 ans pour la rembourser. Donc c'est un peu plus que ce que je recherche dans l'idéal. Dans l'idéal, je recherche des entreprises qui peuvent rembourser leur dette en moins de 3 ans. Mais à part ça, tout est rempli.
Donc on a une croissance de chiffre d'affaires qui est régulière, et je préfère largement ça, parce que c'est beaucoup plus facile de se projeter dans l'avenir. C'est beaucoup moins risqué, et pour vraiment gagner de l'argent en bourse, il faut pouvoir rester dans le jeu longtemps, et pour rester dans le jeu longtemps, il faut d'abord limiter son risque. Donc sur ce point, c'est pas mal, et c'est en moyenne de 10% de croissance par an. Donc ça c'est bien. Ensuite, croissance du free cash flow. Alors ils sont rentables depuis 2010, et depuis c'est une croissance qui est de 13% en moyenne sur les 5 dernières années, 10 sur les 10 dernières années, et 20% sur les 20 dernières. Le ROCE, là pour le coup, il est excellent, 38%. Avec 30% en 2024, des pics à 47% en 2021. On voit en plus que ce ROCE est au-dessus des 20% depuis 2011, avec juste 2 petits passages à 14% en 2013 et à 17,3% en 2019. Mais sinon, on est en général, je dirais que la moyenne est vers les 25-30, donc ce qui est excellent. Et en plus d'avoir un ROCE qui est élevé, ils ont un ROCE qui est en hausse, ce qui est aussi très bon signe. Ça veut dire, c'est à peu près sûr qu'ils ont un bon moat, donc un bon rempart concurrentiel. Et puis la particularité numéro 1 de ce business, c'est les rachats d'actions. C'est ce qu'on appelle un cannibale, donc ils rachètent énormément leurs propres actions, avec parfois des années où ils vont racheter presque 10% de leurs actions. Ici en 2012, 10%, entre 2013, 10%, ensuite 5%, 4%, 5%, 7%. Donc ça, c'est quelque chose qui est rare d'avoir une entreprise qui rachète autant d'actions. Et concrètement, ça veut dire que quand on est actionnaire de cette entreprise, et au fur et à mesure du temps, sans rien faire, la proportion, la part de l'entreprise qu'on possède augmente. Et concrètement, ça a un impact sur la performance, puisque la métrique qui se rapproche le plus de notre performance finale, c'est le free cash flow par action, donc qui est ici sur l'accueil sur Graham. Et ce qui est intéressant pour voir l'impact des rachats d'actions, c'est de regarder la différence entre la croissance du free cash flow et celle du free cash flow par action. Puisque s'il y a beaucoup de rachats d'actions, le free cash flow par action il va évoluer plus rapidement. Et donc, on voit que sur les 5 dernières années, le free cash flow a pris 13,4% par an, mais le free cash flow par action a pris 20% par an. Sur les 10 dernières années, c'est 10% par an contre 17% par an. Et sur les 20 dernières, c'est 20% par an contre presque 24% par an. Donc on voit que l'impact peut être énorme, et c'est quelque chose qu'on retrouve sur une autre action qui est dans ce classement, qui arrive en 4e position, et que j'ai en portefeuille pour le coup depuis fin 2023, qui est Booking Holdings, donc qui a la même caractéristique. Donc ici on voit beaucoup de rachats d'actions, un tout petit peu moins, mais quand même 22% sur les 5 dernières années. Et pareil, si on regarde free cash flow contre free cash flow par action, c'est du 12% contre 17,5% sur 5 ans, 11% contre 16% sur 10 ans, et 31% contre 32,5% sur 20 ans. Et pourquoi est-ce que sur 20 ans, il n'y a quasiment pas de différence? C'est parce que si on va regarder justement leur rachat d'actions ici, eh bien, ils ont commencé à en faire vraiment en 2014, donc forcément, il n'y a pas d'impact positif des rachats d'actions sur la période avant 2014. Donc repassons sur Orly. Et le dernier critère qu'on n'avait pas regardé, c'était la marge du free cash flow qui est de 12%. Donc ça, c'est lié à la nature de leur business. On ne peut pas attendre des marges d'entreprises technologiques. Mais le point positif, c'est que les marges sont en hausse à long terme. Et la moyenne est au-dessus des 10%. Donc c'est pas mal. Et donc ça, c'est une action à laquelle je m'étais jamais intéressé, mais que j'ai ajouté à ma watchlist, parce que ça rentre bien dans ce que je recherche. C'est-à-dire des croissances régulières à 2 chiffres, avec un gros ROCE en hausse, des bonnes marges, beaucoup de rachats d'actions. Le seul défaut que je vois, c'est la dette, et ça, il faudrait que j'aille rechercher un petit peu plus pourquoi est-ce qu'ils ont cette dette. Donc c'est bon pour Orly, et on va passer à la dernière, et on va regarder Intuitive Surgical, qui vend des robots chirurgicaux. Je ne l'ai jamais regardé, donc on va voir ce que ça donne déjà au niveau des chiffres. Donc la croissance du chiffre d'affaires, elle est régulière, elle est très bonne, elle est 13% sur 5 ans, 14% sur 10 ans, enfin par an sur les 10 dernières années, et 23% sur les 20 dernières. Alors niveau free cash flow, sur les 20 dernières années, la croissance est très bonne, donc ce qui explique là la performance depuis 2005. Mais par contre, si on regarde les 5 à 10 dernières années, c'est pas terrible, c'est croissance à un chiffre. Donc ça, faudrait regarder un peu plus dans les détails à quoi ça peut être dû, mais depuis 2016, ça a pas trop bougé. Niveau ROCE, alors il est plutôt en baisse depuis 2011, où on est passé de 21,7%, ce qui est très bien, à maintenant 7,71%.
Et on est en dessous des 10% depuis 2022, et en 2021 ils étaient à 14%. Donc comme ça, en regardant juste les chiffres, ça suggère qu'ils perdraient peut-être un avantage concurrentiel qu'ils avaient auparavant. Ou sinon des fois ça peut être dû à un changement dans le business model, mais là j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ensuite niveau dette, là il n'y a pas de problème, ils ont l'air d'avoir du cash excédentaire. Rachat d'actions, ils émettent un petit peu d'actions, le nombre d'actions augmente légèrement, mais c'est pas grand chose. Ça a augmenté de 1% sur 5 ans, donc ça va. Et la marge du free cash flow, bah, elle est aussi plutôt en baisse. Donc ça bouge avec le ROCE. Et pareil, c'est pas super signe. On était à 37% en 2016, et on est maintenant à 15%. Et elle a été divisée par 2 depuis 2021. Donc pour cette entreprise, si on voulait creuser, il faudrait se pencher sur pourquoi est-ce que les marges ont baissé sur les 5-10 dernières années, et pareil pour le ROCE. Mais c'est vrai que quand je vois le ROCE, ça me donne pas envie d'aller creuser plus, puisque on voit qu'il y a l'air d'avoir un déclin des fondamentaux depuis à peu près autour de 2015. Et de toute façon, leur ROCE le plus élevé avait été de 22%, et aujourd'hui on est à 7,71. Donc en voyant ça, à moins qu'ils arrivent à changer ça, j'ai du mal à imaginer que Intuitive Surgical réussisse à répliquer dans le futur la performance qu'ils ont eue entre 2005 et 2024. Et c'est dommage parce qu'ils ont l'air d'avoir un des types de business model qui marche bien en général. C'est-à-dire qu'ils vendent des produits physiques, donc en l'occurrence là des robots chirurgicaux, donc des produits assez chers et que tu vas pas changer souvent. Une fois que c'est installé, ça le reste pendant longtemps. Et par-dessus ça, ils vont vendre des services, donc en général récurrents, avec des marges élevées. On retrouve ça chez pas mal d'entreprises qui performent bien, comme Apple ou Fortinet par exemple. Et un autre point qui me pose problème que j'avais pas vu, c'est ici entre leur free cash flow et les rémunérations en actions, donc les SBC. On voit que sur les dernières années, les rémunérations en actions ont augmenté plus vite que le free cash flow, et maintenant représente plus de la moitié de celui-ci, ce qui n'était pas le cas jusqu'à à peu près 2016, où les SBC représentaient une partie beaucoup plus correcte, raisonnable du free cash flow. Et puis je voulais aussi regarder au niveau de la valorisation, parce que ça peut expliquer en grande partie pourquoi l'entreprise se retrouve aussi haut dans le classement. Donc si je prends sur les 20 dernières années le price sur free cash flow, on voit qu'au Q4 2024, donc au moment où ils ont fait le classement, ils étaient à 142,7 fois le free cash flow, ce qui est hyper élevé et ce qui est très dur à justifier, et je pense pas qu'ils puissent le justifier. Et si on regarde 20 ans auparavant, donc au début de la période du classement, ils étaient à 44 fois le free cash flow, ce qui est déjà élevé, mais voilà, il y a quand même eu un x3 sur le multiple de valo, ce qui a eu un gros impact, même un très gros impact, sur la performance de l'action en général sur ces 20 années. Et entre-temps, ils ont quand même passé pas mal de temps entre 20 et 30, ce qui du coup est beaucoup plus raisonnable. Et donc en partant aujourd'hui d'un multiple aussi élevé, ça me paraît en effet très peu probable qu'ils arrivent à reproduire les performances qu'ils ont eues sur les 20 dernières années, puisque là, ils vont pas pouvoir faire un x3 sur leur multiple, comme ils l'ont fait entre 2005 et fin 2024. Et puis pour terminer cette vidéo, si vous voulez recevoir ma checklist avec tous les critères que j'utilise pour sélectionner les actions dans lesquelles j'investis, vous pouvez la recevoir en cliquant sur le premier lien en description, ou bien en cliquant sur le bouton qui s'affiche en plein milieu de l'écran. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!